Je suis très heureux de vous présenter le professeur Alec Vagnon. Il a une caractéristique très particulière, c'est qu'il est un remarquable clinicien. Il est un remarquable clinicien. Mais en même temps, il est un extraordinaire cardiologue interventionnel. À ma connaissance, je n'en connais pas quelqu'un qui puisse avoir ces deux qualités. En dehors de ce qu'il a fait dans l'interventionnel pour les coronaires, pour des valves aortiques, il s'est intéressé tout particulièrement à la valvule mitrale. Il a une des plus grandes séries mondiales de commissurotomie mitrale par voie percutanée de plusieurs milliers de cas. En même temps, il était donc tout à fait normal, tout à fait naturel qu'il puisse s'intéresser au traitement percutané de l'insuffisance mitrale. C'est ce qu'il va nous présenter maintenant. Écoute, Ira, je te remercie de cette introduction. Là, il n'y a plus de micro, mais enfin, vous m'entendez là. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, mes chers collègues, je suis très content de venir vous parler aujourd'hui donc, des interventions percutanées des valves mitrales, en particulier de l'insuffisance mitrale. Alors, ça va vous changer un petit peu de la communication sur les contraintes économiques, parce que là, on ne pense pas économie, hein, c'est absolument impossible. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors, là, j'ai mis les conflits d'intérêts, mais on va oublier. Et je voudrais d'abord vous montrer un petit peu pourquoi il est important de s'intéresser aujourd'hui à l'insuffisance mitrale. Eh bien, si on regarde la seule étude de prévalence dans les valvulopathies, on voit que les valvulopathies mitrales sont plus importantes que les valvulopathies aortiques dans la population générale, et surtout que leur fréquence augmente de façon tout à fait significative avec l'âge. Alors, c'est très difficile d'imaginer qu'on puisse faire un traitement non chirurgical de l'insuffisance mitrale quand on sait ce que les chirurgiens cardiaques sont capables d'offrir. Voilà un menu, hein, c'est bien sûr, on est un peu loin du repas, donc on peut montrer ça, un menu extrêmement riche à la carte. Et au milieu de ce menu, vous voyez toutes les recettes inventées par les chirurgiens cardiaques, vous voyez l'annuloplastie mitrale, et puis toutes les sortes de réparations adaptées un petit peu au problème. Et la barre a été mise très haut. La barre pour un traitement chirurgical d'insuffisance mitrale, c'est d'avoir une fonction de la valve qui est normale, d'avoir des valves qui coaptent bien et de remodeler, de stabiliser l'anneau mitral. Et puisqu'on veut mettre la barre très haut, mettons-la vraiment très très haut, et si on cite Alain Carpentier, eh bien, il dit que maintenant, le travail d'un chirurgien qui s'intéresse aux valvulopathies, c'est plus de corriger l'insuffisance mitrale, c'est de la corriger pour le restant de la vie. Alors, que voulez-vous que les cardiologues interventionnels puissent faire avec un tel standard ? Et effectivement, c'est un standard qui est très élevé parce que si on regarde les résultats obtenus par les collègues chirurgiens dans l'insuffisance mitrale dite primaire, c'est-à-dire l'insuffisance mitrale organique, eh bien vous voyez que quand ils savent faire, ils font vraiment bien. 90% des valves sont réparées et ça va durer longtemps dans la très grande majorité des cas. Alors, dans l'insuffisance mitrale dite secondaire, c'est l'insuffisance mitrale qu'on a après un infarctus dans une cardiomyopathie, là, même avec beaucoup de talent, les chirurgiens font moins bien. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas très bien qui est la poule, qui est l'œuf, et c'est sans doute plus une maladie du ventricule qu'une maladie de la valve elle-même. D'autre part, les malades ont plein de comorbidités, ils ont des mauvais ventricules gauche, donc là, la chirurgie marche quand même moins bien. Alors, on a quand même un petit espoir en matière de possibilités pour la cardiologie interventionnelle parce que les patients d'aujourd'hui, eh bien, les patients sont âgés. Je vous ai montré que dans l'insuffisance mitrale, donc sa prévalence augmentait beaucoup avec l'âge, les patients qui sont opérés ont plus de 70 ans, 80 ans. Et c'est des malades qui, par voie de conséquence, ont souvent des comorbidités associées. Et dans ces cas-là, eh bien, même le gold standard, même la fameuse chirurgie, va quand même comporter un risque élevé, sera même parfois contre-indiqué. Et puis il y a un autre phénomène, c'est que mes collègues cardiologues, et encore plus en amont les médecins généralistes, ont peur. Ils oublient complètement que si on ne fait rien aux malades qui ont une insuffisance mitrale sévère et des symptômes, eh bien, ils vont aller très mal, ils vont mourir. Ils pensent qu'il y a une chose, c'est que la chirurgie est à risque élevé. Et parce que la chirurgie est à risque possiblement élevé, eh bien, ils préfèrent ne même pas discuter le dossier en termes de traitement chirurgical.
Donc tout ça, ça peut nous donner quand même une petite fenêtre de tir. Alors, on va parler donc de cette réparation mitrale par voie percutanée. Alors, on a essayé de faire simple et les cardiologues interventionnels se sont dit on va essayer de reproduire cette technique de suture bord à bord qui a été inventée, je crois, par un collègue italien, Ottavio Alfieri, à Milan. Il suffit de mettre quelques points au milieu des valves et on fait un double orifice mitral. Ça ne crée pas une sténose mitrale, mais ça réduit l'insuffisance mitrale. Alors, l'ennui, c'est que la littérature, c'est seulement celle d'Ottavio Alfieri. Le suivi le total publié, 1000-1500 malades, suivi 5 ans, 10 ans, résultat bon entre ses mains. Mais, Iraj pourra en parler, les chirurgiens cardiaques, en tout cas en France, n'aiment pas cette technique. Ils disent ça ne marche pas, mais quand on essaie de gratter un petit peu, combien en as-tu fait ? Jamais, ou bien quelques-uns. Donc c'est une condamnation peut-être un petit peu a priori, mais enfin ce n'est pas une méthode qui a été adoptée dans le milieu chirurgical, et ça c'est pas bon signe. Alors voilà l'instrument qu'on utilise. Pour vous donner quand même un ordre de prix, cette chose vaut 20 000 € et n'est pas remboursée aujourd'hui dans notre beau pays. Ça va expliquer un petit peu les choses après. Alors voilà, donc c'est extrêmement sophistiqué. Vous voyez, les cardiologues, on a 6 mains à peu près, et puis beaucoup d'yeux pour arriver à manipuler ce truc-là. Donc c'est un petit clip très astucieux et on va arriver par voie transseptale, on va aller se mettre à l'endroit de coaptation les valves. Quand on est content, on referme le clip, on fait ce double orifice mitral et on relâche le petit clip. Alors, je n'ai pas voulu prendre de risque, je n'ai pas mis de vidéo, mais enfin, c'est quelques images de scopie. Vous voyez ici le transseptal. On pense être à l'endroit où il faut. On ouvre le clip sous contrôle d'écho transœsophagien. On est content, on ferme le clip. Et on est très content, on relâche le clip. Alors, bien sûr, l'échographie est essentielle. Et vous voyez, l'échographie ésophagienne faite pendant la procédure nous dit où il faut faire la ponction transseptale et nous aide à nous repérer spatialement dans l'orifice mitral. Alors, qu'est-ce qu'on a comme niveau de preuve pour justifier de l'efficacité de cette technique ? On a une étude randomisée. Alors, on me dirait, c'est très très bien une étude randomisée. C'est tout de même très bien d'avoir une étude randomisée publiée seulement 3-4 ans après l'installation, après les premiers cas d'une technique. Ça date de 86-87, cette étude randomisée, 2006-2007, publiée en 2011. Donc c'est très bien. Mais randomisée, ça ne veut pas dire une bonne étude. 300 patients environ, des malades où on opère ou on traite par voie percutanée. Alors une étude randomisée, ce n'est pas toujours bon. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont fait cette étude ont été mal conseillés. Ils sont partis de l'axiome suivant, cette technique va remplacer la chirurgie cardiaque. Et ils ont donc pris des patients qui étaient candidats pour la chirurgie cardiaque. Ils ont pris des patients aussi qui avaient des critères anatomiques très spécifiques, parce que vous imaginez qu'à la pêche, on ne peut pas attraper n'importe quoi, donc il faut quand même des conditions anatomiques tout à fait particulières pour pouvoir appliquer ce clip. Et ils ont mélangé les insuffisances mitrales fonctionnelles et les organiques. Ça, c'est faire quand même preuve d'une méconnaissance de la pathologie valvulaire qui est inquiétante. Alors, qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné qu'en termes de sécurité, le traitement percutané fait mieux que le traitement chirurgical. Ça, c'est une notion brute, mais si on regarde qu'est-ce qui entraîne la meilleure sécurité, c'est qu'il y a moins besoin de transfusion dans le traitement percutané que dans le traitement chirurgical. Ça, c'est quand même un petit peu injuste parce que on peut arriver de saigner un petit peu quand on fait une intervention cardiaque. Alors, finalement, ce traitement, c'est pour diminuer le degré de l'insuffisance mitrale. Ici, la chirurgie, ici, le traitement percutané. Regardez ce qui se passe en aigu. Après chirurgie, avec la technique d'aujourd'hui, il n'y a quasiment jamais d'insuffisance mitrale importante. Il y a dans 20% des cas une insuffisance mitrale moyenne. Tout le reste, il n'y a plus d'insuffisance mitrale. Après cette technique, dans 20% des cas, il reste une insuffisance mitrale importante et dans 60% des cas, vous avez une insuffisance mitrale résiduelle au moins moyenne. Ça veut dire qu'en termes d'efficacité, le traitement percutané est nettement moins bien que le traitement chirurgical. Alors, on reste clinicien, Iraj l'a dit, pour nous ça compte quand même aujourd'hui, en tout cas chez les vieux, et on regarde un petit peu le nombre de patients qui n'ont pas eu besoin de réopération. Alors là, après une première intervention, vous voyez que dans le groupe chirurgical,
très peu de malades, 5%, ont besoin d'une réintervention à 3 ans. Par contre, dans le groupe traitement percutané, vous voyez que 25% des patients ont eu besoin d'une intervention dans les 3 ans. Alors ça veut dire qu'il est tout à fait inacceptable de faire cette technique chez quelqu'un qui peut être opéré. Par contre, ne pas avoir besoin plutôt d'intervention dans les 3 ans, si on est inopérable dans 77% des cas, c'est un beau résultat. Un autre point, c'est qu'en termes d'amélioration fonctionnelle, c'est-à-dire de gens qui n'ont pas de dyspnée ou très peu de dyspnée, eh bien, le traitement percutané fait aussi bien que le traitement chirurgical. Les gens se sentent mieux. Et ça, on l'a tous observé. Il y a encore de l'insuffisance mitrale, mais ils vont bien. Et c'est randomisé, donc ça a une certaine valeur. Et vous voyez qu'à 3 ans, la grande majorité des patients auront peu ou pas de symptômes, et seulement quelques pourcents seront symptomatiques. Donc ça, c'est un beau résultat. Alors, ça, c'était l'étude randomisée. Donc, essentiellement, des insuffisances mitrales dites organiques et quelques insuffisances mitrales fonctionnelles, et des malades opérables, quelques malades à haut risque. Mais, lorsque les cardiologues ont vu ces résultats, ils ont fait leur petite réflexion, et au fil des registres, et ça c'est le registre commercial, c'est ce qui se fait aujourd'hui dans le monde, les patients traités sont complètement différents des patients de l'étude randomisée. Maintenant, les patients traités, ce sont des patients avec insuffisance mitrale fonctionnelle, ceux où la chirurgie ne marche pas très bien. Et ce n'est plus des malades à bas risque, c'est essentiellement des malades à haut risque chirurgicaux. Donc, il y a eu un déplacement des indications. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces registres qu'on voit aujourd'hui en Europe, dans les pays riches, pas le nôtre, mais dans les pays riches? Dans ces registres, on a ce genre de chiffres. Des registres de l'ordre de 600 malades. Qu'est-ce qui se passe à 30 jours? On constate que chez ces malades graves, ils sont vraiment graves, il y a, en termes de sécurité, c'est pas mal. Peu de mortalité, peu d'accidents globalement. Donc, c'est un bon profil de sécurité. Et ces diapos sont tirés de publications qui ont été suscitées par la compagnie. Alors, il faut les interpréter. On voit qu'en termes de réduction de l'insuffisance mitrale, la compagnie nous dit dans 80% des cas, les gens n'ont pas plus qu'une insuffisance mitrale moyenne. C'est le verre à demi-plein ou à demi-vide, ça. Mais si on le lit en termes de médical, on se dit que quand même, dans 80% des cas, il y a une insuffisance mitrale au moins moyenne, voire sévère. Donc, ce n'est pas terrible en termes d'insuffisance mitrale, mais on constate tous que les malades se sentent bien. Et ils le disent et ils le montrent par des tests un peu plus sophistiqués. Alors, il faut faire attention. Pourquoi il faut faire attention? Parce que c'est des registres, ce n'est pas une étude randomisée, il n'y a que quelques centaines de malades, il y a un suivi à 1 an, et on sait aussi que quand on met un malade dans un registre, qu'on le suit un petit peu, on le soigne mieux. On le voit souvent, on lui donne les meilleurs médicaments, donc c'est peut-être pas que le petit clip. Alors, les chirurgiens cardiaques européens, les cardiologues européens, on s'est réunis et on a fait des recommandations qui sont d'un niveau d'évidence C, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de preuves, mais néanmoins on pense que cette technique peut être envisagée. Oui, c'est ça, le consensus entre amis. Amis est mandaté par les sociétés savantes, donc c'est des amis mandatés. Alors, le traitement par mitraclip peut être envisagé chez des patients avec symptômes, avec insuffisance mitrale sévère, malgré un traitement médical optimal, s'ils ont des critères d'éligibilité anatomique, s'ils sont jugés inopérables ou à haut risque par un groupe médico-chirurgical et s'ils ont quand même une espérance de vie de plus d'1 an. Et on a été prudent. Parce qu'on a dit les données que je viens de vous montrer doivent être confirmées par des séries plus larges, avec du suivi et d'autres études randomisées. Alors qu'est-ce qui se passe dans le monde? Dans le monde, ce produit à 20 000 €, avec un niveau de preuve qui n'est pas terrible, il a tout de même été utilisé chez plus de 7 000 patients, c'est sûrement plus de 8 000 à l'heure où je vous parle. Je peux vous rassurer, en France, moins de 100 patients ont été traités parce que ça n'est pas remboursé. Mais dans les pays riches, l'Allemagne, l'Italie, la Hollande, etc., c'est largement utilisé. Alors, oui, l'Italie, c'est pas très riche, mais ils ont une tradition de richesse. Alors, l'autre abord, c'est l'annuloplastie par le sinus coronaire. Alors là encore, ça résume bien le problème de la cardiologie interventionnelle et de ces nouvelles techniques.
Un ingénieur a une idée, il en parle à quelqu'un, qui en parle à un investisseur, et on fonce. Et on aurait dû d'abord discuter avec des anatomistes ou des chirurgiens. Parce que, bien sûr, faire une annuloplastie mitrale, c'est le cœur de métier de la chirurgie valvulaire mitrale reconstitutrice. Mais mettre quelque chose dans le sinus coronaire, ce n'est pas du tout la même chose que faire une annuloplastie de l'anneau mitral. En effet, le sinus coronaire est à une certaine distance de l'anneau mitral. Le sinus coronaire ne couvre pas la totalité de l'anneau mitral. Donc, à cause de ces deux paramètres, on peut imaginer, on aurait dû imaginer, qu'on va manquer d'efficacité. D'autre part, mettre quelque chose de rigide dans le sinus coronaire, ça risque de comprimer l'artère circonflexe. Et c'est arrivé dans près de 20% des cas. Donc, efficacité mauvaise, oui, ça a été confirmé. Risque de compression circonflexe, oui, c'est arrivé. Et ça explique très bien que parmi les 3 modèles qui ont été proposés, 2 se soient arrêtés avant que de naître, quasiment, et le 3e a obtenu le marquage CE, mais qu'est-ce que ça veut dire, le marquage CE, et je l'espère, ne sera pas utilisé. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Je crois que c'est une voie de recherche très intéressante, mais pour qu'elle soit couronnée de succès, il faut des conditions. Ces conditions sont d'abord qu'il faut absolument que l'élaboration et l'application de ces techniques soient le fait d'un groupe médico-chirurgical et associant aussi les anesthésistes et des spécialistes de l'imagerie, non seulement échographistes, mais autres spécialistes de l'imagerie, tous ces gens ayant une expertise dans le traitement des valvulopathies. C'est exactement ce qu'on fait pour les valves aortiques implantables, pour l'insuffisance cardiaque. C'est comme ça que ça doit marcher aujourd'hui. Il faut aussi impliquer des spécialistes de l'insuffisance cardiaque et de l'électrophysiologie. Et si on applique ce mode de raisonnement, on voit le patient, on voit son dossier, on discute tous ensemble, on va, chez les malades à haut risque, bien sûr, décider d'opérer, décider de faire une intervention percutanée ou bien de laisser les malades sous un traitement médical seul. Et il faut absolument savoir prendre ces décisions lorsque le traitement qu'on va appliquer sera plutôt du domaine du futile que du domaine de l'utile. En effet, quelqu'un qui a une comorbidité qui va entraîner son décès dans les semaines, les mois à venir, quelqu'un qui a une fonction ventriculaire gauche complètement détruite, etc., on ne fera rien. Il faut absolument savoir s'arrêter. Où va-t-on faire ces techniques? Seulement dans des centres médicaux, chirurgicaux, experts dans les maladies valvulaires, et ces centres doivent disposer de ce type d'équipement. Je vous rassure, c'est peut-être le cas à la Pitié-Salpêtrière, ce n'est pas le cas à Bichat. Cette photo vient de Leipzig, où ils ont bien sûr toutes les facilités dont on pourra rêver dans les décades à venir. Ils ont des salles hybrides et tout l'équipement médico-chirurgical souhaitable. Il faudra une formation très scrupuleuse. Je vous ai parlé de taux de succès de l'ordre de 90%. Taux de succès de 90% observé dans les registres, dans l'étude randomisée, oui, mais c'est le fruit d'un entraînement, d'une formation extrêmement scrupuleuse, non seulement des individus, mais des groupes. Et cette formation se fait sur les simulateurs, c'est très sophistiqué, des cours. Et aujourd'hui, elle est faite par les compagnies. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le rôle des sociétés scientifiques, la Société européenne de cardiologie et de chirurgie cardio-thoracique se penche là-dessus, de faire ces formations. Alors l'imagerie, l'imagerie va être un instrument essentiel. Enfin, ceux d'entre vous qui ont vu des salles de calétérisme, on a l'image, on a la scopie. Maintenant, voilà ce qu'il faut avoir. Ça, c'est en Belgique, à Aalst, pas très loin de chez nous, on se rapproche. Et vous voyez que 3 écrans sur 4, c'est de l'échocardiographie transésophagienne tridimensionnelle, l'écho dirigeant, guidant la scopie. C'est cette imagerie multimodalité qui va nous aider. Alors, il va y avoir des nouveaux produits, des nouveaux devices. Je vous ai dit qu'aller essayer de faire une annuloplastie chirurgicale dans le sinus coronaire, c'est ridicule. Maintenant, il y a des procédés pour faire reproduire quasiment l'annuloplastie chirurgicale en vissant des petits devices et en faisant le tour. Vous voyez là une procédure chez l'animal et à la fin, donc, on a une annuloplastie, disons, de trigone à trigone qui reproduit certains types d'annuloplastie chirurgicale. Alors, c'est plus une vue de l'esprit, puisque le premier cas chez l'homme a été fait il y a quelques jours par un chirurgien cardiaque
dans l'équipe d'Ottavio Alfieri. Alors ça donne ce genre de choses, hein, c'est assez particulier, c'est un abord par voie transseptale, et apparemment, dans ce premier cas mondial, l'insuffisance mitrale a été réduite de sévère à toute petite, et la taille de l'anneau a été réduite de près du tiers, d'un peu plus du tiers, donc c'est réellement possible. On peut aussi, et il y a en évaluation clinique maintenant, 2 modèles qui ont été testés par abord intra-atrial, c'est-à-dire par petite thoracotomie, de remplacement de cordage, et ça en technique de chirurgie de réparation mitrale, c'est un mode qui est tout à fait important. Donc on est en route. Mais bien sûr, nous, cardiologues interventionnels, on ne fera jamais la diapo que je vous ai montrée tout à l'heure. Toutes ces recettes formidables que vous combinez pour une physiologie normale, on peut se dire, nous, on va faire tout d'un coup. On va remplacer la valve. Et voilà un modèle introduit par voie transseptale qui est positionné au niveau de la valve mitrale, fixé au niveau de la valve mitrale. Vous voyez l'énorme catéter transseptal, hein, c'est fait chez un animal ici. Et l'énorme, si on voit là, l'énorme prothèse qui est en place. Et le premier cas a été fait chez l'homme l'an dernier. Malheureusement, le patient est décédé 48 heures après. Les données ne sont pas encore publiées. On nous dit que c'est pour des raisons extracardiaques. Alors, il y a plusieurs fabricants qui sont en train de faire des valves toutes plus sophistiquées l'une que l'autre, mais ce n'est pas simple. C'est pas simple. Il y a d'énormes défis à relever, parce que positionner ces valves, c'est énorme. Les fixer, c'est très important. On n'a pas le droit d'avoir de fuite périvalvulaire. Ça peut entraîner des hémolyses. Il faut une bonne fonction hémodynamique. Il faudra la durabilité. Il faudra pouvoir réopérer. Vous voyez qu'il y a beaucoup de challenges devant nous. Mais je pense qu'il ne faut absolument pas opposer médecine et chirurgie. Et par exemple, ce qu'on peut imaginer, ce qu'on fait déjà à une petite échelle, c'est dans le traitement de l'insuffisance mitrale, de l'insuffisance cardiaque. D'abord, il faut toujours faire le traitement médical. Mettre des pacemakers de resynchronisation si c'est nécessaire. Et si ça ne marche pas, on peut, il y a quelques séries qui ont montré, en mettant ce clip, on améliore les gens. Si ça ne va pas, eh ben on les opère. Si ça ne va pas, intervention classique, eh bien on met des assistances. Si ça ne va pas, on fait la transplantation. Donc ça pourrait être un cycle un petit peu vertueux de réparation. Mais je vous ai dit aussi, il est essentiel de continuer à faire une bonne évaluation. Et notamment, on a besoin d'études randomisées. Dans ce fameux groupe, on a des mauvais résultats chirurgicaux, l'insuffisance mitrale secondaire. Et là, il faut traiter absolument ces malades de façon optimale et randomiser entre chirurgie et traitement percutané. Et 3 essais sont à leur début, un en Europe, un aux États-Unis et en France, un PHRC vient de nous être attribué. Donc ça va commencer dans les mois à venir en France. Alors, pour conclure, messieurs, chers collègues, je voudrais vous dire que d'après les quelques données que je vous ai montrées, qui résument une expérience globale, hein, très peu de notre côté, depuis 6 à 7 ans, on peut dire qu'aujourd'hui, en matière de réparation mitrale percutanée, il y a une seule technique utilisable, c'est ce fameux clip, réparation bord à bord. Les résultats qu'on a nous obligent à la prudence et disent que ça suggère que ça peut-être être utile chez certains malades sélectionnés à haut risque. Il n'est pas question de dire que ça va remplacer la chirurgie, ça peut être une méthode palliative. Et on est à l'orée du problème, il faut travailler. Travailler beaucoup en essayant de trouver des nouveaux produits qui ressemblent à ce que la chirurgie fait, qui reproduisent des techniques chirurgicales. Je l'ai montré, on a voulu aller dans le sinus coronaire, aucun chirurgien n'y serait allé et ça n'a pas marché. Il faut penser à combiner les techniques. Les chirurgiens mettent des annuloplasties, remplacer cordage, etc. Il faut qu'on fasse la même chose et vous voyez qu'on n'est pas loin d'y arriver. Le remplacement valvulaire, bien sûr, c'est one shot, c'est très séduisant, mais ça va être bien compliqué et il faut travailler pour évaluer tout ça. Alors, je voudrais vous dire aussi qu'on n'est pas fous, les cardiologues, et on a vraiment en tête, et je crois qu'il faut plaider et passer ce message, répéter ce que dit une de nos collègues nord-américaines, qui dit que ce n'est pas parce qu'on a des techniques moins invasives qui sont séduisantes à court terme qu'il faut les utiliser. Il ne faut jamais oublier que pour le prix d'un peu moins d'invasivité, eh bien, on risque de sacrifier l'efficacité et on risque de faire beaucoup de mal à nos malades. Alors, pour conclure et vous montrer un petit peu ce qui se passe en Allemagne avec ces traitements percutanés, c'est plutôt rassurant ce qui se passe en Allemagne. Parce que ici, c'est ce qui se passe à Hambourg, publié il y a quelques mois.
Ils ont ces techniques percutanées en rouge, et vous voyez, ils les utilisent largement. Hein. Dans ce centre-là, 90 par an. Dans toute la France, en 2 ans, 100 cas. Donc ils utilisent largement. Bon, ça c'est bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'ils ont ces techniques? Eh bien, vous voyez en vert, le nombre de patients qui ont une réparation chirurgicale a quasiment doublé dans ce centre. Ça veut dire qu'il y a un plus grand nombre de patients qui a été traité. Et finalement, c'est très sympa ça, parce que c'est le patient qui va bénéficier du fait que ces techniques soient là. Un plus grand nombre de patients va être traité par la chirurgie ou bien par une méthode moins invasive. Et finalement, c'est ce qu'on espère. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, avez-vous des questions? Iraj, faire une petite Alex, intervention. Je voudrais te remercier. Vous voyez, Alex nous a passé quelques messages. Premièrement, j'ai commencé à dire qu'il est, comment dirais-je, il est très particulier parce qu'il reste un excellent clinicien et un bon interventionnel. Mais c'est un cas qui n'est pas très fréquent. En tout cas, de moins en moins fréquent pour les générations qui viennent. Or, cette activité que vous avez vue, avec l'activité de chirurgie, c'est de plus en plus proche. Et c'est pour ça que je n'ai pas cessé de dire et de répéter que l'interventionnel, dans tous les domaines, et la chirurgie doivent, un jour ou l'autre, être côte à côte, si même pas on arrive à la fusion des choses. Et puis deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est le dernier diapositive. Vous voyez, c'est pas, plus les gens ont la possibilité de fournir une gamme étendue du traitement, plus les malades sont mieux traités. Vous voyez que le nombre des remplacements valvulaires n'a pas changé. Pour les raisons très simples, c'est que ça touche quelque chose qui ne change pas, qui ne bouge pas. Mais par contre, parmi les gens qu'on croyait qu'on ne pouvait pas soigner, c'est qu'il vous a dit, c'est que les médecins généralistes n'envoient même pas au cardiologue. C'est dans ce groupe-là qu'on a dit, écoutez, on peut faire quelque chose, et à ce moment-là que ça commence. Alors, mon cher Alex, il faut que je te pose une question. Comment tu vois, d'ici 2020, l'évolution de la chirurgie mitrale? Alors, de la réparation mitrale. De la chirurgie dans le sens que j'ai dit, c'est-à-dire, pour moi, interventionnelle et à ciel ouvert. Les deux confondus. oui, je pense que 2020, la chirurgie restera très largement prédominante. Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une plaque juste avant, les techniques percutanées, ça restera du palliatif chez les patients que vraiment vous ne voulez pas opérer, etc. Mais je crois que c'est très bien d'avoir des gens qui vous titillent un petit peu. Et le fait que les cardiologues interventionnels arrivent dans l'arène, ça vous force à faire une chirurgie de meilleur en meilleur, et ça vous forcera aussi à faire une chirurgie de moins en moins invasive. Donc si tu veux mon avis, j'espère, et une prière, j'espère que la chirurgie réparatrice de la valve mitrale va augmenter, comme on voit que c'est le cas en Allemagne. Ça se fait, mais il faut avouer comme ça se fait doucement, que la chirurgie sera de moins en moins invasive, c'est-à-dire qu'on pourra faire de la chirurgie dite endoscopique, voire peut-être de la chirurgie robotique, mais enfin on n'est pas tout à fait. Ça va se développer beaucoup, et que grâce à cette chirurgie conservatrice, chirurgie de moins en moins invasive, eh bien, on aura de plus en plus de patients qui seront de mieux en mieux traités. Les techniques interventionnelles, ça restera là, mais à mon avis, ça restera inférieur, alors que dans la valve aortique, dans 20 ans, il restera sûrement quelques valves aortiques chirurgicales, mais pas beaucoup. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que la courbe traduit aussi un peu l'effet centre d'excellence, c'est-à-dire que ceux qui ont toutes les techniques à leur disposition, quelles que soient les spécialités, j'abonde dans le sens d'Iraj, petit à petit vont capter les clientèles aussi. Si tu veux, je crois que tu as tout à fait raison, mais est-ce qu'il ne faut pas retourner la question et se dire qu'il faut qu'il y ait des centres d'excellence? Il faut qu'il y ait des centres d'excellence pour la réparation mitrale chirurgicale. C'est un plaidoyer que font nos amis anglais, et je crois qu'ils ont raison. Et puis, il faut des gros centres. C'est pour ça que j'ai voulu montrer cette diapo. Il ne faut pas bricoler. Et malheureusement, en Allemagne, comme ils peuvent avoir accès à tout, il y a des centres non chirurgicaux qui font ces techniques. Et il est très facile, devant quelqu'un qui est en insuffisance cardiaque, de le voir et dire « je vous mets le clip ». Parce que je peux, je l'ai, je l'achète. Bon, il faut quand même d'abord regarder
s'il est traité, il faut regarder s'il a besoin d'une resynchronisation, il faut regarder s'il n'est pas chirurgical, etc. Puis si on voit que tout ça est éliminé, eh ben on peut mettre le MitraClip. Mais ça va être une discussion médico-chirurgicale. C'est très facile pour nous, enfin assez facile à faire. Des interventions? Oui, moi je suis mandaté par personne, mais je voudrais féliciter parce qu'en fait il est extrêmement humble. Il faut voir le chantier que c'est de faire une intervention de ce type en percutané alors que personne ne peut vous conseiller. On est tout seul face à son intelligence et à ses outils. Et ça, il ne l'a pas dit, mais c'est très vrai. Et il y a une chose qui m'a frappé. Moi, j'aurais quitté le domaine de la prospective, puisqu'elle a été abordée par Gerhard à l'instant, pour dire, mais en fait, les yeux du cardiologue interventionnel, c'était la scopie, mais ça devient des techniques nouvelles. Et est-ce que tu ne crois pas que pour éviter de larguer un clip au mauvais endroit, les progrès de l'imagerie sont absolument essentiels et qu'on peut peut-être faire un commentaire sur ce sujet? Oui, j'ai essayé de montrer une diapo, là je ne me suis pas étendu là-dessus. Aujourd'hui, on est guidé par l'échographie transésophagienne tridimensionnelle. Ce n'est pas sans complications d'ailleurs, hein. On a pu le voir avec Iraj dans un cas qu'on a partagé. Ce n'est pas sans risque, mais enfin, c'est un guide formidable. Mais à Nantes, par exemple, ils nous ont montré l'exemple, ils sont un peu plus riches qu'à Paris, hein. Ils ont montré l'exemple en faisant des fusions d'images avec le scanner. Mais là, par exemple, il faut qu'on arrête de travailler indépendamment des rythmologistes. Les rythmologues ont ces systèmes de fusion d'images, donc il faut prendre les techniques des uns des autres et appliquer le scanner sur l'écran de scopie. On va naviguer grâce au scanner, ensuite attraper la valve avec l'écho œsophagien. Mais ce que je veux dire, c'est que mes yeux, enfin moi, comme le rappelait Iraj, ça fait 25 ans, un peu plus de 25 ans que je fais des dilatations de valves, qu'on regarde les valves mitrales. Mais mes yeux ne sont pas les yeux d'un chirurgien. Et les premiers cas qu'on a fait, on les a fait avec Francesco Maisano de Milan, qui a l'habitude de la plastie mitrale. Et l'œil du chirurgien qui regarde, qui nous dit qu'il a fait des plasties mitrales, qui voit l'écho tel que celui qui fait dans une plastie mitrale, c'est formidable. Donc là, je pense qu'il faut amener les compétences, avoir l'œil chirurgical, l'œil échographiste, puis l'œil interventionnel. Enfin, c'est une conjonction de compétences. Et là, on va retomber sur ce dont je parlais au début, les fusions d'images et la gestion par ordinateur de tous ces gestes, et également quelque chose qui, dans l'avenir, va probablement s'impliquer. C'est tout à fait... Si tu veux, la société Philips, c'est un de nos hôpitaux, on peut le dire, c'est l'hôpital Henri Mondor, va avoir dans quelques mois un système qui va permettre d'amener la scopie dans l'angulation dans laquelle se trouve l'écho-œsophagien. Oui, bon, peut-être que dans le nord de Paris, on aura accès à ça un jour. Bien, merci beaucoup pour ce remarquable exposé. On peut réapplaudir Alec Vahagnan.